Hello, my name is Abdelatif Keshish, and welcome to the Ciné Lumière Mosaic Festival. Welcome to this masterclass with Abdelatif Keshish, who I'm sure you are aware is one of the most exciting filmmakers in France today. I'd also like you to welcome Paul Ryan, who many of you will be familiar of from screenings at the French Institute, and Paul has kindly agreed to interpret for us tonight. The programme is we're going to look at, over the course of the next hour, extracts from each of the 4 feature films that Abdelatif has made and discuss the work that's gone into making them and so on. I'm sure you're aware that these films have been immensely, 2 of his films in particular have been immensely successful, sweeping the boards of the French César, the equivalent of the Oscars in France. So we'll begin, Abdelatif, by just mentioning the fact that your background is as an actor, of course, and you first became known in the film world, I think, as an actor with Abdelkrim Baloul's film L'été à la menthe, Mint Tea, which I happened to see when it came out in 1985, and which was one of several films that year, films by Mehdi Sharef, L'été au Harem, d'Archimède, and a film by Rachid Bouchareb, who is well known now for his Indigène, Days of Glory, and Hors la Loi, which has been screening in London. This was the year in which cinema started to take on board the voices of its ethnic minority others, and Abdelatif was part of that as an actor in Mint Tea. So would you like to start off, Abdelkrim, by telling us what made you turn from acting to directing? Je suis désolé, d'abord je vais parler en français, et c'est pour ça que Paul Ryan est là, pour me traduire, parce que j'ai un anglais vraiment juste. Voilà. Et donc merci d'être venu pour cette rencontre, hein, puisque pour moi il s'agit plus d'une rencontre. Je n'ai pas vocation à vraiment parler ou enseigner quoi que ce soit sur le cinéma, puisque c'est un métier que je continue d'apprendre et qui est de plus en plus, et dans lequel je me sens de plus en plus novice au fur et à mesure que j'avance. Donc, I'll just say briefly, thank you for being here. Of course, apologizing for speaking French because his English he feels is not quite up to it at the moment, but and also saying that he has no teaching vocation or any desire really to be a teacher. He's still learning about the cinema, so it's as he goes along. So it's more of a meeting than a lecture as far as he's concerned, of course. Mais voilà, il y a des rencontres comme ça que j'accepte rarement, non pas comment dirais-je, par suffisance, mais par timidité. Mais Londres, voilà, et ce lieu, l'Institut français ici, c'est un lieu où j'aime bien venir. C'est la 3e, voire 4e fois, en tout cas, où je viens à Londres. Et je me dis qu'il va peut-être se passer quelque chose, et peut-être que je vais moi-même apprendre quelque chose. Voilà. So Abdel also says he doesn't often accept the invitation to a kind of meeting such as this, partly from shyness. But London is very important to him. He loves this place. It's maybe about the 4th time he's been here. So in accepting this invitation, he's hoping also, once again, he will learn something. Voilà. Your first film is called La Faute à Voltaire, or Blame It on Voltaire in English. Can you just explain the title? Vous pourriez expliquer le titre? Bon, le titre est né dans le roman de Victor Hugo, il y a le personnage de vous allez me le dire, j'oublie son nom, voilà, Gavroche, qui chante « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, né dans les ruisseaux, c'est la faute à Rousseau ». Et il y avait plusieurs références, et puis, bon, d'abord c'est un titre, hein, j'avais trouvé ce titre très fort à l'époque, il est venu comme ça, c'était une idée,
et puis ça symbolise aussi le pays des Lumières, le pays de la liberté, et ce pays vers lequel le personnage de ce clandestin à l'époque rêvait de venir. So the title comes from a quotation from a character in Victor Hugo, Gavroche, who sings Je suis tombé par terre, c'est la faute de Voltaire, which means I fell on the ground and played it on Voltaire, which doesn't rhyme in English. But also because the title struck him, that phrase struck Abdel because Voltaire symbolizes France. France is the country of the Enlightenment, of liberty, and this is somewhere where this sort of illegal immigrant in the film dreams of living and coming to. Il y avait, je crois, aussi la référence au conte voltairien, notamment Candide, hein, le personnage qui va découvrir un autre monde et qui va aussi perdre ses illusions quant à ce monde. And so it also has, of course, a reference to Voltaire himself and his tales, particularly Candide, where the character is discovering a new world and in the course of it is losing his illusions about that world as he's coming along. Well, I think that's an appropriate moment to show the first clip, just introduce it briefly. We're going to see the end sequence of La Faute de Voltaire, Blame It on Voltaire, which I chose because I thought at the time we didn't have a copy with subtitles, and this doesn't have much dialogue. So this as Abdel has said, this is the story of Jalel, a clandestine immigrant from Tunisia, who finds out what's awaiting him in France here at the end. So we'll discuss the sequence afterwards. Thank you. Attends, Jalel, tu le tiens. Vas-y. Sécher la tête. Enfin sous, hein. Tu vas dormir un peu. Jalel.
faut savoir que c'est une fin de film, et une fin de film un peu triste, mais le film est plus joyeux et plus énergique que ça quand on le voit. It's important to know that that's, you're watching the end of the film and you're watching the sad end to the film, but the film itself is much more joyful and energetic than you might gather just from seeing that extract. As I said, it was chosen because of the lack of dialogue. Mais en fait, I included the scene of the coming home after the party precisely to show your use of a playfulness in the acting. Même si l'instant est court, on le voit dans la scène où le personnage qui est habillé avec sa robe rouge, un acteur qui s'appelle Bruno Locher, qui a joué dans d'autres films, mais aussi avec moi dans d'autres films que j'ai réalisés. Et ça me fait drôle de revoir ces visages. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus comme ça à l'image. Ce film, le tournage de ce film était en l'an 2000, en janvier de l'an 2000. Et j'avais vraiment été porté par les acteurs. Il y avait une très belle énergie, une générosité de tous ces acteurs qui jouaient le jeu, qui donnaient ce que je pressentais pouvoir faire au cinéma. Et ils ont vraiment travaillé sans aucune retenue. Ils étaient complètement libres et c'est ce que je leur demandais. Et je crois que ça, avec ce film, en tout cas La Faute à Voltaire, j'ai commencé à mettre, disons, un pilier important dans ce qui allait devenir mon approche du travail au cinéma. Et je crois que ces acteurs, qui étaient tous des acteurs qui avaient un long bagage derrière eux, il y a Élodie Bouchès, qui est une actrice d'ailleurs sans laquelle le film n'aurait pas pu se faire, m'ont permis de poser, comme je disais, ce qu'allait être mon approche du travail. So, in that scene, even though it's very short, you see the quality of the actors that Abdel had chosen for the film. The film was made in January 2000, and Bruno, the actor who was in the red nightgown there in that scene, is an actor with whom Abdel's worked several times since, and it's interesting to see him again as he is back in January 2000 when they were making that film. But all of the actors were very keen to go along with what Abdel wanted from them. They played the game very much, and what he had expected, what he had wished to have in those scenes, they were able to bring to the scenes. They were able to do it without any restraint, and this is one of the important things of the choice of actors, and also that the actors there themselves have their own baggage that they bring to a film. Élodie Boucher, who's also in the film, is quite a big star now in France. So they each bring something to the film and do it without any kind of inhibition, and therefore there is that kind of working together with the actors. I think we need to move on to your next film, L'Esquive, which is in English is given as the title Games of Love and Chance, based on the title of the Marivaux play, which features in the film. And L'Esquive is very much a film about performance, as much as anything. I was going to talk about the role of performance in La Faute à Voltaire, but we'll leave that to one side for the moment. L'Esquive is a film set in the banlieue in France, that is in the disadvantaged suburbs, the often multicultural suburbs of Paris. And I wanted to ask Abdel if he was deliberately rewriting the type of banlieue film that we're familiar with before L'Esquive, the archetype being, or the best known film being La Haine by Mathieu Kassovitz. So did you deliberately set out to rewrite the banlieue film? En fait, L'Esquive était mon second film, mais il a été écrit avant La Faute à Voltaire. Il avait été écrit même 10 ans auparavant, et donc bien avant qu'il y ait eu des films sur la banlieue. J'avais très envie de faire un film sur un milieu social, disons, que je connaissais, puisque moi-même j'ai grandi et j'ai évolué dans une banlieue d'une grande ville. Et
Et pour moi, c'était, j'avais envie juste de raconter une fiction, de montrer des gens dont on parlait de façon un petit peu étrange dans la presse, à l'information, sur lesquels qu'on montrait toujours du doigt de façon un peu caricaturale. Et j'avais envie de les montrer dans ce que moi je trouvais de beau, dans leur dimension d'artiste, dans leur langage que je trouvais très vif, très énergique, très imagé. Et malheureusement, heureusement aussi pour les acteurs et les actrices qui ont joué dans ce film, parce que sinon, si je l'avais fait 10 ans avant, ils n'étaient pas encore... c'était des tout petits bébés. Hein. Donc c'est un film qui est venu après La faute à Voltaire, mais qui a été écrit avant. Okay, so L'Esquive was written, although it was the second film and made after Blame It on Voltaire, it was actually written around about 10 years before the Blame It on Voltaire. So the idea of being a revision, if you like, of the Bonnier film doesn't really quite apply because those films hadn't yet arrived when the script was written. But it's true that Abdel wanted to address a social situation that he knew well. He grew up himself in the suburb of a large city. It was in Nice, I think, yes. And so he wanted to deal with that environment and deal with the people in that environment who tended in media to be treated in rather a caricature way, and to find out what was beautiful about them and to depict what was beautiful about them, their artistic side, and also their language, their slang, their particular language, which he found lively and energetic and full of imagery. So it was that that was the inspiration to write L'Esquive. Okay, so it's time to look at the extract from L'Esquive. This extract is situated near the beginning of the film. This is a film about teenagers, adolescents, who are, some of whom are producing a play, the Marivaux play in question. And in this extract, Crimo, one of the central male character, is taken along to a rehearsal by Lydia, whom he's just really fallen for, and she's wearing her costume for the play. Et tu vas assister à la répétition, Crimo? Ouais. Ouais, je vais voir. Vite fait. Ah mais franchement, t'aurais pu prévenir quand même. Hein. Pourquoi? T'aurais pu dire que tu ramènes... Bah c'est bon, je te préviens, il vient. Il va regarder la scène. Wesh, moi ça me gêne de jouer devant lui. Hein. Mais pourquoi je ramène? Il va regarder, c'est tout. C'est comme si on était en J'en ai classe. rien à foutre qui regarde. Je dis que t'aurais pu quand même prévenir. Rachid, il a ramené Hanan, au moins il a prévenu lui. Et alors, franchement, ça vous gêne qui est Crimo? Non. Bah c'est bon, voilà, Peut-être Crimo, pas eux, viens, mais regarde. y a pas que eux dans l'affaire, y a moi aussi. C'est bon, c'est Crimo, arrête de faire aussi comme si c'était... Je sais pas qui là, c'est pas le président qu'on ramène, c'est Crimo. Mais alors, j'en ai rien à foutre, ici on est là pour m'en vais, répéter. Non, Crimo, tu restes Ça ici. suffit, c'est bon, Reste ici. restez s'il te plaît. C'est bon, Reste faut qu'on s'habitue au public. C'est bon, on s'en ouf. Qu'est-ce que t'as toi aussi? Montre-moi, t'as qu'à te poser, vas-y. Ben non, mais non. Tu fais mal, arrête de faire ta zap comme On ça. est là pour répéter, on est réglé. Et maman. alors, c'est on dit Crimo. 1 heure, t'arrives à Et alors, il vient regarder, ça te fait Je quoi, fais ça te comme gêne ça, quoi? attends. Ouais, mais c'est pas C'est grave, bon, ça s'il te te plaît, dérange, Frida, c'est tout. Vas-y, wesh. Qu'est-ce que t'as, des arrives aujourd'hui Bien ou sûr, quoi? je me zaffe, attends, parce que déjà t'arrives en retard, en plus tu le ramènes sans Et en dernier. classe, on répète bien dans tout le monde, ça Bah te gêne justement, pas? attends, il y a la proie, c'est pas pareil, ça fait partie du cours. Et Alors que alors là, mais toi tu crois que c'est un pot de rencontre, les tu sais, tu filles, crois c'est bon, pour c'est faire bon. des rendez-vous ou quoi? Mais ça va pas, toi, il vient juste regarder, en quoi ça te gêne? Mais je m'en fous qu'il va Ça regarder. commence, ça arrive comme ça? Bien sûr, je me zaffe, ah ouais. Mais t'es une ouf, toi. Ouais, vas-y, si tu veux, je suis une S'il te plaît. ouf, elle me saoule C'est cette bon, meuf. Frida, s'il te plaît. Bon, vas-y, on s'y met là. Moi, je Ah, mais ah ouais. On est là pour répéter. Et bah on répète, c'est tout, ça te sert à quoi? Bon, on a la représentation pour ça. On va répéter. Putain. Concentre-toi, lui, de crier, là. Je me concentrer. Hop. Putain. Pas de temps à perdre. On reprend. Vas-y, vite, on a déjà perdu du temps. C'est bon. Avant. Acte 2, scène 5. Ouais, on reprend là. Lisette, j'aurai lieu à mon tour d'être étonné. D'accord? Frida, t'es pas encore sur scène, toi. Vas-y, bouge. On y va? Vas-y, Allez, mais... Non, c'est bon. Allez, ah ouais. Ah bah mais ça arrive, je suis pas à me Vas-y. concentrer. Bismillah. J'aurais dit,
à mon tour d'être étonnée à la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Ah, madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup. Il y aura bien à décompter. Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai. Et vous, vous ne connaissez pas les miennes. Et je ne devrais vous parler qu'à genoux. Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et mères font tout à leur tête. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi. Dans quelque état que vous eussiez été. Il y a beau jeu pour me choisir encore. Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard? Hélas, quand vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu, le martinet à la main, descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse. Puissent de si beaux sentiments être durables. Pour les fortifier, de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous auriez commises sur nous. Là, j'ai perdu. Mais c'est pas grave, vas-y, reprends. C'est bon? This scene, which is typical of the film as a whole, is remarkable in so many ways for the performance, the language, the use of camera, the use of framing, the editing, and so on. So, Abdel, how do you, seeing this again, what are your feelings about it? Oui, ça me fait drôle de voir cet extrait parce que ils avaient à l'époque 13-14 ans tous. Et maintenant, donc, ils en ont 10 de plus. Et le sentiment que j'éprouve quand même, c'est une certaine satisfaction parce que de ceux qu'on voit là, 3 sont déjà devenus des réalisateurs. Sarah Forestier qui réalise son premier long métrage, elle a déjà réalisé 2 courts métrages. Rachid Ami qui a réalisé 2 courts métrages et un moyen métrage. Et la petite Sabrina qui vient juste de réaliser son premier court métrage. Donc ce dont je me souviens, c'est que quand on répétait cette scène et quand on répétait ce film, j'avais en conscience qu'il devait s'ouvrir à d'autres choses que le métier d'acteur. Enfin, moi, je suis... excusez-moi, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu j'ai pas vu ces visages-là comme ça. Hein. Et donc, il y a comme si on voyait ces enfants grandir, quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a... Voilà. C'est un moment qui a été très fort dans ma vie. Enfin, comme tous les films, il y a toujours quelque chose de très fort. Mais là, il y avait un enjeu qui était tellement important pour moi que des adolescents issus de ce milieu social puissent accéder à un métier qui fait tellement rêver. C'était peut-être plus ça l'enjeu de ce film. So Abdel saying it's funny seeing that now because the adolescents in that scene were 13, 14 years old when the film was shot, and they're 10 years older now. And what's even more remarkable is that 3 of them in that scene, Sarah Forestier, who you saw playing the blonde girl there in the center, and Rashid, I don't know who Rashid was playing, was Arloka. Are we? Okay. And Sabrina as well. Have all become film directors themselves. Sarah's made a film, Rashid has made a film, and Sabrina now is making her first film. So in opening them up in the rehearsal process that they were going through for this film and for this particular scene, they were not only opened up to the work of an actor, but also to a much wider world. And they genuinely came from the background that's being depicted in the film. And it gave them access to a world in which they could dream and create. So it's a very moving thing for Abdel to be seeing it again. There are always strong moments in each film for him, but this is a particularly strong one. It's like watching your children growing up, so to speak. How did you arrive at the filmic style that you use here? Je ne me pose pas vraiment la question. Il y a durant la préparation des répétitions et je crois que l'idée de style, il y a pour moi l'idée de style quelque chose de maniéré et quand on aborde un film avec des adolescents, on s'efface devant leur énergie.
et enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai senti au moment où je travaillais avec eux, c'était de m'effacer et de laisser leur énergie me porter le film. Et Yeah. So I'm just saying he doesn't really think about a style so much in a mannered sense. When you're working with young people like this in this film, you kind of take yourself out of it, if you like, wipe yourself out, and just let their energy take you forward in dictating the way the film is going. Donc, je n'essayais pas de les amener à ce que moi je voulais faire et ce que je voulais filmer et la façon dont je voyais, dont je voyais la scène, dont je voyais le cadre, mais de travailler avec les cadreurs de façon à saisir au mieux les expressions, les visages, les émotions qui se dégageaient, parce qu'il y a ça avait commencé d'ailleurs avec La faute à Voltaire, mais il y avait et peut-être la faute à Voltaire me l'a permis aussi, il y avait quelque chose en moi de très exacerbé quant à la recherche et je le dis avec beaucoup de précaution, des guillemets et en le soulignant, une recherche de la vérité dans le jeu de l'acteur. Et donc c'était pas une expérience que je tentais, puisque je l'avais déjà senti possible, mais il y avait aussi un tel besoin de laisser de côté comment dirais-je, la fabrication, les habitudes de fabrication du film pour laisser quelque chose de plus frais venir, que effectivement c'était peut-être mieux de faire ce film finalement en second, parce que ça déstabilisait un petit peu les habitudes de ceux qui savaient, hein, je le dis là aussi entre guillemets, de ceux qui savaient comment on faisait du cinéma. Donc il y avait quelque chose aussi, c'était pas une expérience parce que je sentais que c'était possible, mais il y avait quelque chose et ces adolescents apportaient quelque chose de nouveau de toute façon. Je n'avais pas envie de les plier à la façon dont on faisait du cinéma, mais plutôt moi de me plier à eux. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Oui. Okay. I'll praise that a little bit, because what I'm just saying is something which began with Blame It on Voltaire for him, was not wishing to draw the actors into performing into the film that he wished to make, but actually when the film is being made, actually following the actors, seizing on the expression which is the most vital, the most expressive of their moments as performers. So framing that and following their performance. So rather than bending them to his will, so to speak, and his style, as he said, this is not experimental in any way, because he knows this has happened and works. It's a question of allowing them to bend him into allowing him to bend himself to follow them, if you like, follow their the vitality that they're giving to the expression of the characters. I hope that's fair. But moving on to your third film, La Graine et le Mulet in French, Couscous in English, you've described it as an homage to your father, and also to the sacrifices made by men of his generation, of the first generation immigrants from Tunisia, Algeria, Morocco, and so on. This film, so we're going to look at a clip from near the beginning of the film. The film centres on the character of Slimane, who is made redundant from his work in the port town of Sète on the Mediterranean. Slimane is hoping to provide for the future of his family eventually by setting up a restaurant on a disused boat. But in this early scene, Slimane, who is still working at the port, and he's visiting his elder daughter, Karima, and her family with a present of fish. Je suis pas contente. Non, non, c'est pas la peine de me regarder comme ça.
Tu sais très bien ce que t'as fait. Je t'ai dit en rentrant tout à l'heure, est-ce que tu veux faire pipi? Tu m'as dit non. J'ai dit tu demandes le pot. Espèce de vilaine, va. Allez, tu t'assois sur le pot. Dépêche-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi ou je vais me fâcher. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour papa. Elle m'a pas demandé le pot encore une fois. Alors, Ça va? c'est reparti. Ça va? Tu vas bien? Elle est petite. Non, 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 non. Pépé, Comment viens. ça, je la laisse? Hein? Elle sait très bien. Bonjour chérie. Ça va? Fais bisous à Pépé. Allez, viens ma chérie. Ah non, non, elle reste sur le pot. Hein. Elle reste sur le pot. Viens, viens, s'il te plaît. C'est fait maintenant, c'est plus la peine. Tu ne bouges pas du pot. C'est fait, alors Laisse-la. laisse-la. Non, c'est rien, chérie, viens. Faut pas crier sur comme Mais ça. je suis obligée, elle m'énerve. Allez, viens. Tout le temps à lui Viens répéter chez la même Papy, viens. chose. Tu vas faire pipi dans les couches jusqu'à quel âge? Tu viens chez Pépé? Viens chez Pépé. Papa. Viens. Papa. Ouais, laisse-la. Laisse-la. Bah attends, je vais aller la laver d'abord, cette petite Non, non, pisseuse, c'est bon. là. Je l'ai pas C'est lavée. bon, laisse-la. Attends. Laisse, je te dis. Vilaine, va. Non. Mais elle a de la chance aujourd'hui, elle s'est pas ramassée la fessée, hein, je te le dis. Hein. Elle est belle. Non, 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 elle est pas belle, elle est Ouais. vilaine. C'est pas une grande fille, c'est une vilaine. pas Elle s'en vilaine. sort bien. Regarde-moi ça. Moi, je t'en fous, s'il te plaît. Non, non, non. Pas elle est belle, va. gentille. Regarde. Elle est très belle, ma fille. Pas Je espèce de viens avec cochonne. Papy. Mais t'as de la chance, hein. Ah, ça passera pas la prochaine fois. Bonjour chérie, ça va? Bisous. Ouais, bisous. Bisous Pépé, bisous. Ouais, 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 ouais. Ça va? Fini ton assiette. Ah, c'est toi. Merci. T'as mangé? Eh, c'est pas fini, hein. J'ai pas fini Non, avec toi. merci. Eh. C'est fini la Pas couche. trop faim. D'accord? Je veux plus que tu fasses pipi dans la couche. C'est terminé. Tes cafés. Eh, tu me réponds. C'est terminé. Assieds-toi. Le pot maintenant. D'accord? Oui, maman, là, ça T'as y vu est. quand elle est dans... Mais je te jure, hein, quand elle est dans tes bras, elle sait ce qu'elle fait, hein. T'as de la chance, là. Mais on en reparlera après. Merci. Maman, tu vas laisser ma soeur. Bah oui, mais attends, elle fait encore pipi dans ses couches à son âge. À son âge, tu le faisais plus, toi. Bah attends, papa, tu vas manger d'abord. Pourquoi tu prends le café tout de suite? J'ai pas faim. Ah bon? T'as déjà mangé? Qu'est-ce qu'il te voulait, le cow-boy? Ça va, c'est bon, toi? Rien. Allez, mange. Tout à l'heure, je t'entends parler, t'as même pas fini ta assiette. Ah, il te voulait quoi? Ils ont vu le planning. Et je vais passer en mi-temps, tu sais. Tu l'as demandé? Allez, mets ta jambe correctement. Faut refuser. De toute façon, il paraît qu'ils vont revoir le personnel et qu'ils veulent plus de français. Il veut plus de vieux, oui. Non, ils veulent plus de français. Qu'est-ce qu'il y a? Ils préfèrent des types de passages formés vite fait. Là, tu vas faire tomber. Comme ça, ils font pas chier. This is an example of what has become a signature in your filmmaking of a fairly long scene in which you just detail everyday life. Yeah, would you agree that so what is it that makes this so pleasurable? C'est difficile de l'expliquer, mais j'aime quand il y a de la vie dans un film, et c'est peut-être toujours cet amour des acteurs hein, qui fait que voilà. Et de ne pas juste illustrer, mais de faire vivre, c'est quelque chose qui m'exalte. Et là, quand je revois cette gamine et sa mère, alors qu'elle n'est pas sa mère, que le frère n'est pas son frère, que tout ça est de la fiction, et de voir en plus à quelle ressemblance, la ressemblance qu'il y a entre cette fille et celle qui joue sa mère, donc elles n'ont aucun lien de parenté, et pourtant ça marche très bien, j'y crois, j'ai l'impression que c'est sa fille. Donc il y a des moments comme ça où moi j'ai l'impression, en tout cas je crois que je n'y suis pour rien, hein. Il y a des instants de grâce comme ça, où deux actrices sont là, une c'est une gamine, l'autre, et puis elle joue le jeu parce que elle jouait vraiment. Là on a tourné cette scène sur 2 jours, donc elle s'est remise sur le pot pendant 2 jours et en jouant celle qui boudait un peu, c'était vraiment donc quand il se passe des instants comme ça entre des acteurs, hein, je me fais un tout petit, je crois, sur le plateau, hein. Bon, parce que Paul le sait, puisque Paul a joué dans le dernier film. Et il a vu combien de prises je faisais et combien de
de temps duraient les scènes, c'est parce que je prends beaucoup de plaisir à regarder les acteurs évoluer de prise en prise. Et là, au deuxième jour, c'était vraiment, ils étaient dans un état second. Et il y avait cet instant magique où les acteurs ne jouent plus. Et c'est ce qui m'intéresse le plus de capter. So I'll just explain that Abdel was saying that what attracts him about a scene like this is that it invests the film with life, and you're seeing life rather than an illustration of a situation. You're actually seeing a situation building and evolving, and the little girl and the mother who is not her mother and the brother who is not her brother and so on, they become alive, and it's maybe the pleasure of watching actors work, but that scene was shot over 2 days, and that little girl played along with it, having to sit on that potty countless times. Abdel was just remarking that I know what he's talking about because I've acted in his last film, which is going to be screened later, Venus Noire, and I remember that a scene that was probably about 15 minutes on the page was shot over 4 days, and we shot from morning till night with 3 cameras running all the time, and we'd never actually got to a cut. When we got to the end of the scene, Abdel would just say, "Start again," and so we'd start again with the scene, without cutting at all, which is, on the one hand, of course, it's tiring, but on the other hand, you're getting this, what he was talking about as he was speaking there, you're getting this evolution of a scene, you're getting the evolution of the relationship between actors, and it ceases to be acting, so to speak, and actually just becomes life, and whether it's in an historical context, as we were in, or very significantly in this context, it ceases to be acting and becomes a real kind of life. So that by the end of their second day, they only had to do this for 2 days, we had to do it for 4, but by the end of their second day, they had invested those characters with a life that you could see and believe as the true relationship, and also you had the happy chance of the not purely chance because it's casting, of the little girl resembling the woman playing her mother and so on. And so you do believe when you're watching a scene like that, you're watching a piece of life. You've talked very much about the importance of what goes on in front of the camera, obviously. But what about afterwards? What about the editing role? Is that important to you as well? Ça dépend des scènes parce que, encore une fois, je n'ai pas une méthode de travail. La scène dans laquelle, par exemple, a joué Paul dans La Vénus, il y avait 100 figurants et petits rôles, plus les rôles. Donc j'avais besoin de beaucoup de matériel. Mais une scène comme celle de La Graine, celle-là, elle a été tournée à une caméra en prenant vraiment le temps de la recommencer. Donc il n'y a pas... je n'ai pas une... C'est très difficile de dire... qu'il y a une part d'instinct au moment où on fait les choses. Même si elles sont préparées, même si elles sont pensées, j'ai besoin de laisser ce saut dans le vide au moment où on tourne. Et ce saut dans le vide permet d'effacer. Il y a forcément de l'artifice, et je le vois, et dans chaque film, et dans chaque scène, et je lutte contre l'artifice, mais le fait de se jeter dans le vide permet de le gommer ou parfois même de faire jaillir quelque chose qui est voilà, de la vie, on va dire, plutôt que de la vérité, on va dire, voilà, de la vie. Et ce moment-là, c'est en tout cas jusque-là, peut-être qu'à l'avenir, je me sentirai plus à l'aise avec ça et que je ne ressentirai plus ce besoin de vie dans les films et de raconter les histoires avec plus de distance. Mais jusque-là, et j'ai beau réfléchir, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin d'essayer de faire jaillir la vie dans chaque scène. So what Abdel's saying there, that he has no specific method. Things depend on the scene. For the scene that in Venus Noire that we were talking about a moment ago, there were more than 100 extras, and then there were the principals and other speaking roles in the scene. So it was necessary to have coverage with a number of cameras. But
in this scene, for example, that we just saw, there was just one camera. But in each case, it's a question of really taking a kind of leap into the dark, so to speak, and getting rid of as much artifice as you possibly can, because as he was saying, it's a constant battle against artifice to get to the reality, to give each scene life, and that so that the method changes according to the needs. Maybe that will change in the future, but at the moment, up to now, this is the way that he's worked. And so with the courtroom scene I was in, there was a need of much more material, because you have to give that impression of a large space with a lot of people. Here, of course, it's a much more intimate situation. We're going to move on to Venus Noire, Black Venus now, and see an extract from that film. Of course, in this film, you're moving from the contemporary to the past, and it would be interesting to know what challenges that posed in producing this sense of reality. Black Venus retells the story of Saartjie Baartman, who was known as the Hottentot Venus, and evokes the way in which she was exploited in early 19th century Britain and France in various contexts. And we're going to see specifically the scene in which she's being observed by the French natural scientists of the day, including Georges Cuvier. So we'll see that extract and take it from there. Oh, can I just link it with La Graine et le Mulet? At the end of Couscous, there's a scene in which Rim, the daughter of Slimane lover, performs a belly dance, and it's clear that you're interested in performance and the gaze and the way people gaze at others and the way that can be oppressive. And that sense of the oppressiveness of the gaze of others is taken into another dimension, really, taken further in Black Venus. So we'll think about that afterwards. Le tribunal jugé de la protubérance de ses fesses. Est-ce que vos fesses, enfants tout petits, vous les avez depuis tout enfant? Since a shoot. Surtout si toutes les femmes de sa tribu sont comme eux. I was a woman in your crowd and back like you. Cette caractéristique particulière se retrouve chez certains singes, chez les femelles. J'ai créé des ordres de menstruation pour que le développement des fesses dans des proportions similaires. Quand les gens lui retirent cette épagne, il s'agit d'une observation à caractère scientifique. For science. Parlez-lui. Il suffit maintenant. Vous savez très bien pourquoi vous êtes ici. Nous avons un accord avec votre gardien. Allez, donnez-moi ça dessus. Je veux vous voir. Toi, vous voir.
This film, in common with your earlier films, is a critique of racism, of racist discourses, and so on. Can you talk about how you set up that scene and how you tried to avoid your own look at the actress playing Saki Baartman being exploitative? Je n'ai pas de distance, contrairement aux autres films, je n'ai pas de distance avec celui-là et je pense que je n'aurai pas avant longtemps. L'histoire de cette femme m'a tellement obsédé, tourmenté, que j'ai du mal même à en parler. Mais ce que je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question de ce qu'il fallait éviter ou d'éviter mon voyeurisme ou si je devais être voyeur ou si je devais accuser. Je n'avais pas du tout d'intention établie quand j'ai voulu faire ce film. D'ailleurs, la scène qu'on voit, c'est une scène qui s'est passée, à part quelques petits détails, qui s'est passée telle qu'elle a été rapportée par les scientifiques eux-mêmes, ceux qui sont enfin, les personnages c'était des scientifiques de renom à l'époque, hein, Georges Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire et de Blainville. Et par exemple, le moment où où de Blainville va derrière le paravent pour essayer de l'observer, c'est un moment que rapporte lui-même dans un écrit. Donc il n'y avait pas une volonté d'accuser, mais une volonté de montrer ce qui s'était passé. Donc ce qui est raconté dans le film ressemble plus disons, au rassemblement de plusieurs pièces historiques que j'ai essayé d'interpréter. Mais je n'ai pas de discours, donc en tout cas, je ne suis pas conscient d'avoir un discours sur cette histoire. C'est surtout des interrogations. Donc, comment ne pas être moi-même voyeur, je n'en sais rien. Peut-être que je le suis, et peut-être que nous le sommes. Et en tout cas, c'est une interrogation sur le regard aussi, sur ce que je suis moi en tant que réalisateur. Okay, so it's as opposed to the other films where Abir was talking about a distance which he has, this doesn't apply in the case of this film. The story of Saki Baartman was one which has obsessed him for a very long time, which has tormented him, the fate of this young woman. And in the scene that you see here, the events that are recounted in that scene are taken from reports by the scientists who were undertaking these measurements and studies of Saki Baartman herself. So the moment when the scientist is looking through the screen to get a glimpse of her, that's from his own account of the encounter with Saki Baartman. So with a few details, maybe in particular, but leaving aside a few details rather, for the most part, that's following the reports of the scientists. And of course, when you're dealing with the question of the look, of voyeurism, and you're depicting it in a film, while it may never be your intention to be voyeuristic in it, inevitably there is that element of voyeurism because you're treating that subject. So to which degree are you a voyeur yourself? Do you maybe you fall into that trap yourself, the voyeurism. Maybe we are all voyeuristic in watching the story. But there was never an idea, he never had a kind of thesis, if you like, something he wished to, a discourse on the story of Saki Baartman. Rather, it was a series of questioning the purpose of the gaze, if you like, questioning that, rather than wishing to lay something out in front of people as a theory or a thesis on something. Pour parler peut-être, et c'est pas une façon de m'échapper, mais en même temps un peu, pour parler de l'aspect, disons,
du travail, on peut voir qu'il y a une continuité, mais aussi, quand je vois l'image, la qualité de l'image de la Vénus, il y a une évolution des caméras en 10 ans qui est assez impressionnante, et ce qu'on peut faire aussi dans le travail d'étalonnage. Donc il y a presque une rupture entre la pellicule et maintenant la haute définition. Et ça donne ça. J'ai le sentiment qu'on est encore. Et j'ai presque envie de dire, je regrette qu'à l'époque de l'esquive, je n'ai pas eu ce matériel-là, parce qu'on se sent encore plus au cœur de l'action. So Abdel saying he's not wishing to avoid the question of the we were talking about a moment ago, but from the point of view of working methods and such, as he sees now in the scene of Black Venus, the quality of the image, there's a kind of break now between the filmed images as was in the past. This film was shot on high definition video and transferred to film. So he regrets rather that he didn't have the high definition material at the time that he was making the Skive, because it permits you to go deeper into the heart of the scene, deeper into the heart of the matter, so to speak. Can I just ask you a general question, which is, you're at the forefront of those filmmakers who come from a migrant background. Other filmmakers would include Rachid Bouchareb. Do you feel anything in common with other filmmakers with that background? Je ne pense pas qu'il y ait derrière... c'est difficile de parler de ça, parce que quand on est metteur en scène, on travaille... c'est un film, c'est des acteurs, des caméras, de la technique, mais il y a forcément soi aussi ce qu'on est, et on met dans un film ce qu'on est aussi. Qu'on parle d'enfants qui jouent du Marivaux, ou qu'on parle d'un personnage tel que Sarji Bartman, il y a forcément quelque chose de soi. Donc forcément... j'apporte aussi, et je me raconte à travers les films. Mais c'est le cas pour chaque metteur en scène, pas parce qu'il s'appelle Rachid ou Pierre-Paul, Jacques. On met quelque chose de soi quand on met un film, quand on fait un film. Mais je ne me pose pas, je ne me pose pas comme metteur en scène d'origine maghrébine, ou comme on dit, metteur en scène social. Où je reste ouvert à ce métier et surtout à l'envie de raconter des histoires, et à travers ces histoires de nous raconter quelque chose sur ce que nous sommes, et loin de ce que nous sommes en tant que de par nos origines ethniques ou raciales, mais de ce que nous sommes en tant qu'hommes, en tant que femmes. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'être encore à la recherche de ce que nous sommes. Oui. What Abdel's saying there is that for every director, in making a film, you're obsessed with the technical aspects and the actors and the script and everything else like that. Rather too much to actually think in terms of common points that you have. But of course, whether you're telling the story of a adolescents rehearsing Marivaux, or telling the story of a true life character like Sachi Bartman, you're bringing something of yourself also into that equation, and so that you are telling your story to a certain degree through these characters, through the work that you're making. But finally, it doesn't matter whether your name is Abdel Rachid, Pierre Paul, or Jean-Louis. You're finally yourself is coming through into the film. And what interests Abdel more than the circumstances of his origins, not wishing to be identified as necessarily simply as a filmmaker from the Maghreb,
background or a social filmmaker or anything of that kind, but simply to recount the stories of himself, of ourselves, and to recount the stories of men and women, and bring that story to the screen is more important than where the origins are. Many thanks then to Abdelatif Kechiche. Would you please welcome the director, Abdelatif Kechiche. Good evening. Good evening, Abdel. So this story, the story of the Black Venus, the Hottentot Venus, as she was pejoratively called, this has obsessed you for a long time. This has been a very important story for you, yes? Bon, excusez-moi, je vais parler en français, puis Paul va traduire. Oui, c'est en fait une histoire dont j'ai eu véritablement connaissance en l'an 2000. J'en avais vaguement entendu parler avant, j'ai lu des textes dans lesquels on parlait d'elle, mais c'est surtout en l'an 2000, la presse rapportait qu'il y avait, que la diplomatie sud-africaine avait réclamé à l'État français la restitution des restes des restes d'un corps et d'organes génitaux d'une femme qui avait vécu au XIXe siècle à Londres et à Paris et qui avait été exhibée. Et il devait y avoir un débat à l'Assemblée nationale pour faire voter une loi pour pouvoir restituer les restes de ce corps, à savoir un squelette, des organes génitaux et un cerveau dans un bocal. Donc ça m'avait interpellé qu'il faille d'abord qu'il y ait des organes génitaux et un cerveau et un squelette au musée de l'homme à Paris, et qu'il faille faire voter une loi. Donc je me suis intéressé à cette histoire et en me documentant sur Internet, en allant dans les bibliothèques, à la Bibliothèque nationale à Paris, en ayant demandé aussi à la Bibliothèque nationale à Londres des documents, je suis tombé devant une histoire qui m'a bouleversé et un personnage de notre histoire qui m'a procuré une émotion au fur et à mesure que je prenais connaissance avec son histoire très intense. Et j'ai ressenti le besoin de raconter cette histoire. Okay, so Abdel is saying that it was in 2000 that he came across this story of Sakie Baartman, the South African woman, because it was in the press that the South African state were wanting to reclaim from France the internal organs, the brain and the skeleton of a South African woman who had lived in London and in Paris in the early 19th century and had been exhibited. And her remains were still at the Musée de l'Homme in Paris, still on show to a certain degree. And the South African state, would be Nelson Mandela at the time, were wanting to reclaim her remains for proper burial. And the Assemblée Nationale in France had to have a meeting to vote a law, to take a vote to see if this would be done. So Abdel then was alerted to the story, and he researched the story on the internet and in other documentation. And what he discovered absolutely knocked him sideways. He was astonished by this young woman, part of our history, and he felt instantly that he had to. Gradually, as he grew more and more involved in the story, he realized this was a story he had to tell. Ce que je pourrais dire sur ce film, parce qu'on a écrit beaucoup de choses, beaucoup sur mes intentions, je ne sais pas ce qui est juste de ce qui ne l'est pas dans ce qui a été écrit. Ce que je sais, c'est que quand je l'ai fait, je n'avais pas
l'intention d'accuser qui que ce soit par rapport au passé. Parce que c'est une critique qui est revenue souvent, c'est j'aurais été le dénonciateur de quelque chose qui se serait passé dans le passé. Et ma seule démarche a été, lorsque j'ai fait ce film, d'essayer comme si je faisais une enquête, de relater les faits. Je prenais ces faits, je mettais ce personnage dans les situations qui m'avaient été rapportées par les historiens ou par des articles de presse, ou notamment par tout ce qui s'est dit autour d'un procès à Londres. Et c'est en mettant ces scènes les unes à côté des autres que j'ai pu essayer moi-même de prendre de la distance et de raconter cette histoire. C'est peut-être ce qui avait de plus important à dire pour moi, en tout cas je n'ai pas de direction à donner à la manière dont on doit regarder ce film, mais c'est comme ça que j'ai essayé c'est comme ça qu'a été ma démarche, d'essayer de témoigner. Voilà. Et en même temps, c'est comme je vous ai dit, un personnage qui m'a tellement habité que j'ai du mal à en parler. Je n'en parlerai pas d'ailleurs, je vous laisserai je ne viendrai pas après la projection. Et voilà, c'est pas très amusant, voilà, non plus. C'est bien de vous le dire, voilà. So much has been written about Abdel's intentions in making this film, something that he's denouncing the people of the past and what they were doing. This was not his intention. His sole intention really was to examine and question this history and to place one event after another. It's very well documented history, and to just go through the events that happened to this young woman in her life, and to present that to the public, the better to understand what was going on at that time. There was, you will see, there was a court case in London. There's documentation from French scientists. It's a hugely documented case, and so it's a simple. Simply, he wants to present the story to you. As Abdel was saying, he won't be here at the end. It's a character. Saki Bartman is someone who's become very close to him and he feels very close to. And it's difficult to speak of this character. So it's simply a question of you looking at the film and making your own judgments, if you like. Peut-être la petite anecdote un peu rigolote que je peux ajouter avant le film, c'est qu'il y a près de 10 ans, je suis venu ici pour présenter un film que j'avais réalisé qui s'appelle L'Esquive. Et Paul avait été aussi traducteur sur ce film, donc il y a une dizaine d'années. Et puis, voilà, je me suis souvenu de lui pendant le casting de la Vénus. Et donc Paul joue dans la Vénus, mais vous aurez du mal à le reconnaître parce qu'il a une perruque blanche et ça va être très difficile de le reconnaître. Voilà. So the little light-hearted note that Abdel wishes to add is that around 10 years ago he came here to present the first of the films. Was a big success for him in this country, L'Esquive, and on this stage, and I was indeed here doing what I'm doing now. And he very kindly remembered me. And so when it came to casting Vénus Noire, he thought of me, and I got a telephone call, and indeed I'm in the movie. I did have, no, don't clap, because you haven't seen it yet. You haven't seen me, I mean. The movie's great, but, you know, I'm extremely proud of being in this movie, because I think it's a wonderful movie. It's a tough movie to watch, but it's not as tough as it was to make, let me tell you, because he works very, very hard, and he works his actors very hard. And I read the script, I thought the script was wonderful, and I learned my lines, and then they cut a few, and then they made the edit of the final film, and they cut the rest. So you will see me. I'm in a white wig, as Abdel says. I'm a little bit hard to recognize, but I'm the bored-looking, falling asleep judge thinking, am I never going to have a line in this picture? That's me. And it was, honestly, it was an absolutely wonderful experience. I'm very proud of the actors in this movie who worked much harder than I did, and I'm very proud of this man. Et bon, alors,
sur ce film, vous aurez du mal à le reconnaître parce qu'il est avec une perruque blanche et c'est difficile. Mais dans le prochain, ça se passera l'été prochain, il sera en maillot. So I'm in a swimsuit in the next picture. I love this. This is the man who single-handedly is destroying my film career. But I would say enjoy the movie. I hope more that you appreciate the movie and you appreciate Abdel's intentions in making the film. And it not yet got distribution in this country. I hope it will get. I hope you can spread the word about it because it's a film that really deserves to be seen far more. And until next year, when he presents me in a swimsuit, would you please thank Abdelatif Kechiche?